3, 2, 1, 0. En 1977, la NASA lança les sondes Voyager afin d'explorer les régions externes du système solaire, puis l'espace situé au-delà. À un moment de leur périple, elles rencontrèrent un phénomène pour le moins terrifiant. Un véritable mur de feu, où les températures atteignaient entre 30 et 50 000 degrés. Les sondes ont-elles pu résister à de telles conditions? Vous le découvrirez très bientôt. Par ailleurs, il existe plusieurs manières de définir la limite du système solaire. Selon la première, celle-ci correspondrait à l'extrémité des orbites planétaires. Une autre fait intervenir le nuage de Oort, immense ensemble d'objets glacés situés bien au-delà des planètes et constituant la région la plus éloignée du système solaire. Cette zone se trouve à une distance prodigieuse, peut-être à un quart, voire à la moitié de celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche. Pour appréhender de telles échelles, les scientifiques recourent à l'unité astronomique. Une unité astronomique correspond à la distance séparant la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. À titre de comparaison, Pluton gravite à une distance comprise entre 30 et 50 unités du Soleil. La limite interne du nuage de Oort serait bien plus lointaine encore, aux alentours de 2000 à 5000 unités, tandis que sa frontière externe pourrait s'étendre entre 10 000 et 100 000 unités astronomiques. De telles distances défient l'imagination. On peut toutefois les exprimer en durée plutôt qu'en kilomètres. La sonde Voyager parcourt près d'1 600 000 km par jour. À cette vitesse, il lui faudrait environ 300 ans pour atteindre le nuage de Oort, et peut-être 30 000 ans pour en rejoindre la bordure extérieure. Une autre manière de définir la frontière du système solaire repose sur la gravité du Soleil, c'est-à-dire la zone où son attraction demeure suffisante pour ramener des objets vers lui. Enfin, cette limite peut également être envisagée à travers l'héliopause, frontière ultime de l'influence solaire. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, appelé vent solaire, qui traverse l'ensemble des planètes et s'étend jusqu'à environ 3 fois la distance de Pluton. Ce vent façonne une immense bulle englobant le Soleil et les planètes, connue sous le nom d'héliosphère. L'héliopause correspond au bord externe de cette bulle, là où le vent solaire entre en contact avec le vent interstellaire, issu d'autres étoiles. À cet endroit, les pressions de ces deux vents s'équilibrent, forçant le vent solaire à se replier et à s'écouler le long de la traîne de l'héliosphère. En se déplaçant dans l'espace, celle-ci engendre un arc de choc, comparable à la vague formée à l'avant d'un navire en mouvement. Ainsi, selon que l'on définisse sa limite par les planètes, le nuage de Oort, la gravité solaire ou l'influence magnétique du Soleil, le système solaire peut s'étendre sur des distances très différentes. Toutefois, si l'on s'intéresse aux sondes Voyager, celles-ci ont bel et bien rencontré un phénomène d'une intensité remarquable, que l'on pourrait qualifier de mur de feu. Une chaleur extrême et des températures fulgurantes. Les deux sondes sont ainsi devenues les premiers engins spatiaux à quitter l'héliosphère et à franchir l'héliopause. Avant que les sondes Voyager n'atteignent l'héliopause, les scientifiques ignoraient avec précision l'emplacement de cette frontière. Le fait que les deux engins l'aient traversé à des distances différentes a toutefois permis de confirmer certaines prévisions relatives à sa position. Les chercheurs supposaient en effet que la limite de l'héliosphère pouvait se déplacer en fonction des variations de l'activité solaire, à l'image d'un poumon qui se dilate et se contracte au rythme de la respiration. Le passage de Voyager 1 et de Voyager 2 à des distances distinctes correspondait pleinement à cette hypothèse. L'héliopause ne constitue ni une limite rigide ni un mur solide, mais l'expression mur de feu décrit pourtant assez fidèlement la nature de cette région extrême. Les deux sondes y ont mesuré des températures exceptionnellement élevées, de l'ordre de 30 000 à 50 000 degrés Celsius. Malgré ces valeurs insensées, les engins sont restés intacts. Dans cette zone, les particules sont très espacées, ce qui rend les collisions rares, et la quantité de chaleur transmise reste insuffisante pour endommager les sondes. Près de 50 ans après leur lancement, Voyager 1 et Voyager 2 continuent de transmettre des données depuis l'espace situé au-delà de l'héliopause. À ce jour, elles demeurent les seules à avoir franchi cette frontière. Ensemble, elles ont déjà permis de réaliser plusieurs découvertes intrigantes sur l'environnement situé hors du système solaire. Ainsi, les mesures du champ magnétique effectuées par Voyager 2 ont confirmé un résultat précédemment observé par Voyager 1. Passé l'héliopause, les lignes du champ magnétique s'alignent avec celles présentes à l'intérieur de l'héliosphère. Avant l'arrivée de Voyager 2, les chercheurs ne disposaient que d'une seule série de mesures, ce qui ne permettait pas de déterminer si cet alignement relevait d'un phénomène réel ou d'une simple coïncidence.
Voyager 2 a établi que cet alignement est authentique. Les champs magnétiques situés de part et d'autre de l'héliopause semblent ainsi s'étendre parallèlement. Ces observations fournissent aux chercheurs des informations sur la structure et le comportement de l'espace au-delà du système solaire. Examinons maintenant de plus près le programme Voyager lui-même, composé de 2 engins, Voyager 1 et Voyager 2. Bien que Voyager 2 ait été lancé le premier en août 1977, Voyager 1 décolla seulement 2 semaines plus tard sur une trajectoire plus rapide et plus directe. Ces 2 sondes parcourent sur le cosmos depuis plus de 40 ans, explorant des mondes que l'humanité ne foulera jamais, du moins dans un avenir proche. Les 2 sondes Voyager sont quasiment identiques. Chacune possède une grande antenne parabolique de 3,60 m, utilisée pour renvoyer les données vers la Terre. Elles disposent également de 16 propulseurs, permettant de contrôler leur orientation et de maintenir les antennes pointées vers notre planète. Les propulseurs utilisent un carburant spécial à base d'hydrazine, tandis que l'électronique est alimentée par des générateurs thermoélectriques fonctionnant au plutonium. Chaque Voyager embarque 11 instruments scientifiques, dont environ la moitié ont été conçus pour l'étude des planètes. La plupart de ces instruments sont désormais éteints, comprenant plusieurs caméras, spectromètres et 2 expériences radio. Au cours de leur périple prolongé à travers le système solaire, les sondes Voyager ont capturé des dizaines de milliers d'images et relevé d'innombrables mesures. Ces informations ont profondément enrichi notre compréhension des planètes extérieures. À l'approche de Jupiter, elles nous ont offert une première observation détaillée de l'atmosphère de la géante gazeuse. Il en est ressorti que la grande tache rouge constituait une tempête colossale, tournant dans le sens anti-horaire et interagissant avec de plus petites tempêtes alentour. Les sondes ont également mis au jour un anneau ténu et poussiéreux autour de Jupiter. L'exploration de ces lunes révéla des volcans actifs sur Io, des formations linéaires sur Europe suggérant un océan dissimulé sous la glace, et confirma que Ganymède est la plus grande lune du système solaire, dépassant même Titan, satellite de Saturne. Les sondes poursuivirent ensuite en survolant Saturne. Elles analysèrent l'atmosphère de la planète et étudièrent en détail ses célèbres anneaux, mettant en évidence des lacunes et des ondulations toujours observables aujourd'hui. Voyager 1 parvint à percer l'épaisse brume de Titan et suggéra que cette lune pourrait abriter des hydrocarbures liquides à sa surface, hypothèse confirmée plus tard par d'autres missions. La sonde découvrit également 3 nouvelles lunes en orbite autour de Saturne: Atlas, Prométhée et Pandore. Après Saturne, Voyager 1 poursuivit sa route hors du système solaire, tandis que Voyager 2 se dirigea vers Uranus. Elle y découvrit 11 nouvelles lunes ainsi que 2 anneaux. La sonde observa aussi des caractéristiques inhabituelles, dont le champ magnétique singulier d'Uranus et une différence de température étonnamment faible entre son équateur et ses pôles. La dernière étape planétaire de Voyager 2 fut Neptune, atteinte 12 ans après son départ de la Terre. La sonde y identifia 6 petites lunes ainsi que des anneaux entourant la planète. Elle étudia l'atmosphère et le champ magnétique de Neptune et observa des manifestations volcaniques sur Triton, sa plus grande lune. Par la suite, Voyager 2 rejoignit Voyager 1 dans sa progression vers l'espace interstellaire. Voyager 1 y entra en août 2012, suivi par Voyager 2 en novembre 2018. Ces missions ont permis aux scientifiques d'estimer la limite de notre système solaire à environ 16 milliards de kilomètres du Soleil. Les sondes continuent encore aujourd'hui de transmettre des données sur cette région énigmatique. À noter qu'après ces visites planétaires, Voyager 1 a pris la célèbre photographie de la Terre, le point bleu pâle, depuis environ 5,9 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à près de 25 milliards de kilomètres de la Terre, tandis que Voyager 2 en est à environ 21 milliards. Chaque sonde Voyager embarque un disque en or, conçu comme une capsule temporelle de la Terre à destination d'éventuelles civilisations extraterrestres. Leur face supérieure indique comment les lire, présente une carte situant la Terre et le schéma d'un atome d'hydrogène. Ces disques sont plaqués d'uranium, dont la désintégration peut servir à dater leur fabrication. Ils contiennent 115 images montrant la Terre, les humains, les animaux, les plantes et le système solaire, ainsi que des sons naturels comme le bruit des vagues et le chant des oiseaux, des salutations en 55 langues, des ondes cérébrales et un ensemble musical allant de Beethoven à Chuck Berry, en passant par des chants traditionnels. Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches.
donnant ainsi naissance au fameux anneau de Saturne. Voyager 2 est ensuite parti vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés. Mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les deux sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les deux sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Voyager 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyager 1 et son long voyage.
Voyager 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyager était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyager 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyager 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même, elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyager, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyager nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyager 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyager. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyager. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyager 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyager. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyager 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyager 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyager l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA! Elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyager 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyager 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyée dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyager. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyager se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là.
Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyager 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyager 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, allez, elle est probablement simplement tombée en panne ou quelque chose comme ça ». Mais la vérité est que Voyager 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyager. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyager 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyager n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyager 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20 heures et 33 minutes pour recevoir un signal de Voyager. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyager 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyager 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans? Et toi, qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis dans les commentaires.